Alors, avant de commencer, je voulais juste faire une petite note sur l'usage qu'on fait des mots dans notre milieu. C'est amusant. Les résidences dont on parle, c'est pas des demeures réservées aux personnes âgées, comme on l'utilise souvent ici au Québec. C'est pas non plus des maisons principales ou secondaires, comme l'a déjà imaginé un agent de l'impôt, tout fier d'avoir peut-être trouvé un fraudeur. Il pensait en effet que j'avais plusieurs résidences un peu partout sur le territoire parce que j'avais déclaré des dépenses que j'avais mis dans la case résidence, alors que moi, je parlais dans mon vocabulaire. Je fais aussi, on utilise aussi le mot performance. Moi, j'en abuse un petit peu à l'occasion. Et quand il se décline en performativité ou performatif, on ne parle pas d'efficacité, pas du tout ici. On parle plutôt d'essence, de présence et de qualité de présence. Enfin, je sais que vous êtes au courant de notre lexicographie artistique, mais je voulais juste souligner le fait qu'on emploie des mots qui sont déjà fort connotés alors qu'on regrette souvent d'être mal compris. J'espère que je ne vais pas ajouter à la confusion en utilisant aujourd'hui le mot « retraite ». Désirer résider. Or my life as a residency. Désirer résider. C'est drôle, ça commence par une anagramme, tout comme hier la communication de Joaquin. Désirer résider. Pour ceux qui ne parlent pas français, ils n'auront peut-être pas compris que c'est les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Désirer résider comme en son centre. Désirer résider en son centre d'artiste. Même si on les force parfois en voulant en extirper de nébuleuses justifications, les allitérations et les jeux de mots possèdent souvent du mystère signifiant. Ici, par exemple, la résidence est liée par le langage à une énergie de désir. Désir de voyager, de circuler, de bouger, de rencontrer, de découvrir. En Occident, les séjours en résidence ont commencé à la Renaissance. Les artistes, comme les explorateurs, ont été chargés de missions par leur souverain. La cour a fait voyager ces artistes. Maintenant, l'État continue de le faire. Mais de tout temps, les artistes se sont aussi déplacés de manière autonome et sans attendre qu'on leur demande. En fait, artistes ou non, nous sommes tous fascinés par l'attrayante insondabilité du monde et très curieux de vérifier si ça ne serait pas mieux ailleurs. Ou peut-être plutôt si on ne serait pas mieux ailleurs. Quel mirage le désir fait-il entrevoir? Les séjours en résidence offrent en effet de laisser libre cours à une pratique qui, dans un environnement familier, ne trouve pas toujours assez de temps pour s'étendre, pour se répandre, pour s'épandre. Un désir d'abandon se manifeste et le désir a besoin d'espace. On est invité à se laisser pencher du côté du penchant qu'on retient. À partir de là, une magie ordinaire opère et s'ouvre sur un ensemble de possibilités, dès lors toujours disponibles, pendant et après la résidence. Une pratique secrète, une tendance méconnue, une curiosité nouvelle, un regard dévoilé, ou la même vieille rengaine, mais avec plus d'humour ou moins d'inquiétude. Que nous soyons artistes ou accueilleurs d'artistes, les rencontres comme celle de cette semaine intéressent parce qu'elles ont pour objectif de faciliter et de bonifier les conditions de séjour immersif de création, mais surtout d'assurer à un artiste une expérience riche, porteuse d'un développement humain et sans doute d'une production à venir à court ou à long terme. Je crois que si les conditions extérieures sont très importantes, et il ne faudrait surtout pas cesser de les améliorer, elles ont beaucoup moins d'impact sur le travail qu'en ont les conditions intérieures, c'est-à-dire celles rencontrées par les artistes qui sont propulsés dans un nouvel univers. Les artistes arrivent avec des peurs et des espoirs, des attentes, des visions, et les diffuseurs qui les attendent avec ces mêmes dispositions. Les deux parties ont des attentes et souhaitent une fructification de leurs efforts. Chacun d'eux émet des craintes, subtilement ou non, souvent sans les nommer. L'art en résidence consiste justement à entrer en relation avec ces manifestations, directement ou indirectement. Les principes que j'énonce dans cette communication signalent des états de fait et d'esprit susceptibles de ponctuer le parcours en résidence,
mais surtout, il en revalorise l'expérience intérieure. Le séjour de résidence fournit un format spatio-temporel densifié, offrant à qui s'y intéresse une incursion plus profonde, orientée vers l'autocritique et vers une approche à la loupe du travail de ce qu'il représente. C'est l'heure de voir comment on fait, comment on voit. Les séjours tels que je les conçois sont donc pour les braves, ceux qui n'ont pas peur de rencontrer leur peur. Je suis née des centres d'artistes autogérés et mon appartenance y est enracinée. J'encourage donc une approche qui se rallie à une philosophie axée sur la recherche et l'expérimentation, je dirais des mots de demande de subvention, soit une approche sensible, exploratoire, intuitive, spirituelle. Pas de voyage organisé, pas de plan ni d'agenda. On se lance dans les bras de l'inconnu et on le suit avec une valise, vide de préférence. La voie de la résidence. Depuis les dernières 15 années, j'ai mené une douzaine de séjours en résidence dans des centres d'artistes au Québec ou ailleurs au sein d'autres types de structures. Chaque fois, et cela en dehors des conditions qu'on m'y avait offertes. Comme vous le savez, on trouve presque autant de types de séjours en résidence que de centres qui les offrent, avec ou sans expo, avec ou sans atelier, avec ou sans accueil, avec ou sans projet, avec ou sans budget, avec ou sans programme. Donc, indépendamment de ces conditions, mais aussi des contextes géographiques ou temporels, régions rurales québécoises ou capitales étrangères, séjours d'une semaine ou de 4 mois, à la campagne ou à la ville. Bref, dans chacun des cas, ces voyages m'ont permis de me ressourcer aux fraîcheurs fondamentales de la vie artistique, la solitude, la recherche, la chorégraphie de l'instinct, la rencontre avec le vide, l'exploration entre vacillement et découverte. J'ai eu la chance de voyager et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de faire ces déplacements. J'ouvre ici une parenthèse spontanée sur les questions de circulation, les questions des autorités étatiques et du contrôle des frontières pour partager quelques expériences, ou plutôt la saveur unique de l'expérience des postes frontaliers en tant qu'artiste, parce que c'est récurrent et inconfortable. Une déclaration de statut d'artiste aux douanes entraîne automatiquement des suspicions. J'aime imaginer que les artistes soient éventuellement dotés d'un visa universel, mais on est loin de là. Donc, comme on en parlait hier aux douanes, dès qu'on demande le métier à un artiste, on est mal à l'aise, on est interrogé, parfois fouillé, automatiquement suspect. Je mens souvent quand je traverse les frontières pour aller travailler, pour aller présenter mon travail dans des festivals. Quand j'y vais au nom de l'État, je ne mens pas. Mais quand j'y vais, quand je vais participer à des festivals alternatifs, souvent, je ne dis pas que je fais ça parce que c'est très compliqué. Et ce serait le fun de savoir ce qu'on a le droit de dire ou éventuellement, on pourrait inviter un fonctionnaire peut-être à nous parler de nos droits parce que je trouve triste que les artistes, on doive mentir sur ce qu'on fait alors qu'il y a une fierté à faire ce travail qui est d'ouvrir les cœurs et les esprits. Alors, c'est triste et scandaleux. Fin de la parenthèse. La voie de la résidence est la voie de la non-résistance. Quand on s'abandonne à sa vie en résidence, sans restriction ni programme, on s'assure le sentier d'un répit profond, mêlant le silence et la félicité que j'imagine de la vie monastique. Ce n'est pas pour tout le monde. Je connais des artistes qui se disent incapables de telles vacances. Pourtant, il s'agit simplement de jouir de l'énergie de création, la laisser être et être là pour l'accueillir. Les noms de 2 femmes surgissent soudainement à mon esprit. Vous les trouverez bien différentes. L'une vient des lettres, Marguerite Yourcenar, pour ses yeux ouverts, et l'autre de l'Église, Sainte Thérèse, pour son château intérieur. Autrement dit, être en état de résidence consisterait à garder les yeux ouverts sur l'esprit à l'œuvre en temps de création. Je ne suis ni philosophe ni moniale, mais je sais que plus je prends le temps de connecter avec la vastitude de mon esprit en m'accordant du temps de relâche, plus je contacte la densité du présent qui contient l'énergie de création. C'est de cette énergie dont je parle dans ce texte-ci, une énergie qui appartient au présent du faire. Je parle aussi de nos travers et de nos tics,
en tout cas surtout des miens. La résidence comme nouveau paradigme de création, comme modèle postmoderne de libération créatrice, pourquoi pas? Une pratique de la confiance par opposition à une pratique du cynisme, peut-être. Un paradigme de la présence en complémentarité avec un paradigme objet, oui, ça me plaît. La pratique, ce n'est pas ce qu'on aimerait faire, mais ce qu'on fait vraiment. De ma pratique en résidence naissent des slogans, dont celui-ci que je viens de nommer, que j'utilise à l'occasion dans des textes ou que je présente sous la forme de contemplation sur mon site Web. Je considère ces propositions d'actualité pour notre rencontre. Ce texte vise donc à vous les partager simplement. Ils ne sont pas toujours très pratiques. D'ailleurs, la pratique en résidence me paraît très problématique à l'égard de l'idée qu'on se fait de la pratique en général. C'est une discipline plutôt ouverte et dont les apparences peuvent dérouter. Comme dirait l'autre dont j'oublie le nom, en théorie, il n'y a pas de différence entre la pratique et la théorie, mais en pratique, oui. Ces slogans s'appliquent à une situation de résidence avec ou sans obligation d'exposition. Je sais qu'ils ne peuvent convenir à tous, artistes ou diffuseurs, mais ils sauront certainement plaire aux plus intrépides d'entre vous ou, dans d'autres cas, aider à comprendre l'attention et l'attention qui animent le corps et l'esprit des artistes de passage, qui se mettent en état de recherche pure, en état de déstabilisation générative. Je crois qu'en cet état, un artiste souhaite se sentir libre de tâter de tout et de ne promettre rien, même à soi-même. Autrement dit, il se lance dans ce que je nomme la performance de la résidence. Il s'engage à rencontrer le côté le plus usé de sa pratique, interne et externe, et en toute conscience. Pas par habitude ni par automatisme, mais par engagement. Et derrière le côté usé qu'on croit connu de soi, se trouve une surface toute neuve. Avant de glisser dans le vif du sujet, bien que j'ai l'impression d'avoir tout dit, je veux juste vous dire que le schéma qui est derrière moi va vous présenter les slogans, donc comme je vais vous les présenter un à un, ils sont déjà là en totalité dans une espèce de dynamique comme j'aime bien les présenter. Si je savais ce que je fais, je n'aurais pas besoin de le faire. Lors de ma première expérience en résidence au Centre L'Écart de Rouyn-Noranda en 1997, première expérience solo en résidence, je remarque que différents leitmotivs influencent consciemment ou non mon attitude de création. En général, est-ce qu'on les reconnaît ou est-ce qu'on les ignore? En observant mon esprit et son rythme menant mon corps aux quatre coins de l'espace de l'atelier, galerie, essayant, tâtant, jouant, défaisant, recomposant et détruisant, deux phénomènes attirent en effet mon attention. D'abord, étant une artiste de la performance, je vois que j'aime pratiquer les sauts dans le vide. Sans savoir où je vais, j'avance et je flirte avec la confiance inhérente à l'instant présent. C'est mon filet. Si je veux le garder, cela implique que je dois composer avec les conditions qu'il impose. Pas d'assurance et beaucoup d'adrénaline. Deuxièmement, le mode de liberté dans lequel je me suis mise permet de révéler mes manies et mes manières, mon rythme effréné, mon insécurité, mon désir de résultat, bref, ma course à la production. L'expérience a donc consisté à laisser venir, en l'examinant, ce que fabrique l'esprit créateur, à quoi il s'astreint ou s'amuse quand il est laissé à lui-même, dans l'espace-temps. La pratique ici, c'est de noter les habitudes, les fuites, les obsessions et les répétitions. C'est une pratique d'une richesse inouïe et qui détermine la valeur heuristique de la résidence artistique. Dans le cas de cette première expérience, une exposition était prévue au terme de la résidence et ma présence chercheuse est devenue le matériau même de la présentation finale. Les œuvres qui en ont résulté arboraient tout un lien avec le phénomène de création, les doutes et les plaisirs, l'identité, la comparaison, la transmigration de l'espace intime dans les œuvres, la projection de l'inconnu et l'attrait pour le risque. Le soir du vernissage, j'ai présenté le travail en faisant le récit du processus et j'ai invité les gens à consulter mon cahier de bord. J'ai aussi exposé la chambre que j'occupais pendant le séjour, car elle était attenante à la galerie et qu'une des œuvres en traversait justement le mur mitoyen. L'essence du séjour était devenue le contenu de l'œuvre.
La résidence comme médium. L'installation, et spécialement l'installation in situ, s'est révélé un nouveau médium dans les années 70, soit parce que les diffuseurs alternatifs ont invité des artistes à se déplacer pour venir installer leurs œuvres, soit parce qu'en étant déjà sur place, ils ont eu l'instinct d'installer autrement leur production. Ils ont joué avec l'espace, dans l'espace. C'est la présence des artistes qui a agi comme moteur pour faire naître et rayonner l'œuvre de type site-specific. La manifestation est impossible sans la présence de l'artiste. C'est par le même phénomène que la résidence m'apparaît comme médium en soi, c'est-à-dire qu'en invitant l'artiste à circuler, à séjourner, à tremper, on active sa présence créatrice et son énergie performative. C'est un médium dont le matériau est immatériel, car son principe actif, comme en performance, est la simple présence et sa chorégraphie libre. Ce serait l'élément noyau du médium résidence. Les autres auraient trait à des circonstances intérieures et extérieures, telles la rupture avec le quotidien, le déplacement, la confrontation avec les habitudes, le temps, l'espace, l'immersion, la solitude, le risque et l'inconnu. Autrement dit, dans cette perspective, la résidence devient le moyen et le produit d'une pratique de la présence. Ça mène à ce que je nomme le projet in spiritu, par distinction à in situ, c'est-à-dire développer en complicité avec l'esprit de son esprit, plutôt qu'avec l'esprit du lieu. L'un n'est pas moins intéressant ou important que l'autre, et les deux peuvent s'élaborer en complicité. Donc, si l'installation in situ a commandé le déplacement et la présence de l'artiste, la résidence ou le projet in spiritu, qui les présuppose, fait naître une forme d'interprésence. Le déplacement et la présence se déploient vers soi pour créer une interface à la solitude, l'atelier intérieur. D'ailleurs, une deuxième anagramme est apparue à l'écriture de ce texte. Esprit, pisté. Esprit, pisté. L'un est déjà dans l'autre. Étudier son esprit est déjà un acte créateur. Comme l'a si bien dit Alain Fleischer lors d'un récent colloque tenu à Montréal sur le thème « Art et religion », c'est la vie spirituelle qui permet la vie artistique. Alors, sur le schéma, vous voyez donc au centre la proposition de la résidence comme médium et autour les éléments qui rayonnent, donc comme les conditions qui, elles, amènent à des attitudes artistes ou les slogans que j'ai nommés tantôt. La performance de la résidence. La nature de l'activité de résidence apparaît tel un instrument de recherche et de passage à l'acte, similaire à celui de la performance. La résidence, comme la performance, offre en effet un espace de liberté, des espaces interstitiels de liberté. Le fait d'y entrer ne garantit pas de succès extérieur, mais profère un effet intérieur de réalisation. On aperçoit le bijou de la non-peur. C'est tout à fait ce qui arrive dans l'instant de la performance en train de se faire. C'est merveilleux et dangereux à la fois, car tout y est possible. Aucun autre espace n'est plus vaste. Et c'est bien ce qui rend l'entreprise risquée. On ne sait pas ce que tisseront les fils du présent. Entrer en relation avec l'énergie à l'œuvre dans l'œuvre, s'y frotter, mène certainement sur le sentier glissant de l'espace performatif. Mais puisque tout est lié, puisqu'une pratique incarnée et transparente produit une présence authentique, une écologie interne progressivement se met en place. Tout est parfait. Ainsi, si on plonge entièrement dans le momentum créé par le travail en résidence, on étudie forcément des ensembles notionnels et conceptuels présentant des qualités performatives, de présence, d'interstice, de choix, d'interaction, d'immédiateté, de relation, de contact, de générosité, d'ouverture, de laisser venir et de laisser aller. Comme le format est souvent intensif, soit parce que les résidences ont de courtes périodes ou que les contextes sont exigeants, la stratégie performative entre naturellement en compte. J'entends par stratégie performative les pistes de solutions esthétiques, conceptuelles ou formelles qui doivent être trouvées souvent avec un minimum de moyens, le plus avec le moins, comme disait Duchamp. Ces situations avivent la créativité et gardent éveillée
Elles installent aussi la bonne forme débrouillardienne qui, en territoire étranger, loin des instruments chéris, référents et mesures habituelles, s'avère nécessaire. L'aventure performative n'est pas toujours joyeuse ni aisée. Ça consiste d'abord à travailler avec ce qui est là, le matériau du moment, bardé de ses peurs, de ses aspirations, de ses limites et de ses potentiels, puis ceux du contexte environnant. Les reconnaître permet de les utiliser. Ce phénomène engagé de l'atelier intérieur fait ensuite considérer et accueillir avec une fraîcheur et une ouverture ce qui est devant et autour de soi dans l'espace-temps du nouveau lieu de résidence. L'autre, les phénomènes, le temps, l'espace, le vent, les saveurs. Bref, une curiosité de plus en plus volontaire. Les accueilleurs d'artistes n'ont pas à se mettre au travers de ce glissement vers l'inconnu. Ils n'ont pas à protéger l'artiste de s'y aventurer. Il me semble que leur rôle soit surtout celui d'un accompagnateur disponible et bienveillant et qui n'ont pas à essayer de rassurer leur invité en le faisant sentir comme à la maison. Il n'est pas à la maison et c'est pour ne pas y être qu'il l'a quitté. Tenter ce qui tente. Cet aphorisme énonce le fait d'accepter de laisser aller les a priori pour le temps de la résidence, de ne pas suivre le chemin habituel, accepter de se laisser influencer, colorer, altérer, sans calculer. Chogyam Trungpa, un des premiers lamas tibétains à apporter les enseignements bouddhistes de son pays aux Occidentaux, et principalement aux hippies des années 70, qu'il a fréquentés avec beaucoup d'audace, a donné de nombreuses conférences et ateliers sur l'art et le dharma, ce que j'étudie ces temps-ci. Dharma est le mot en sanskrit qui signifie phénomène et qui par extension est utilisé pour désigner l'ensemble des enseignements bouddhistes qui en fait relèvent tous de l'observation et de la connaissance des phénomènes que la nature ou la réalité nous offre. Son approche du processus et de l'acte créateur, exposé dans un livre intitulé « Dharma et créativité », propose plusieurs principes associés à la pratique de base de la méditation, soit la mise à contribution des facultés mentales de l'attention et de la conscience, afin d'observer le cheminement des pensées et la réalité de leur nature au sein du monde phénoménologique. Parmi ces principes, il en est un que je trouve tout à fait pertinent de nommer ici. Première pensée, meilleure pensée. Ou, tel qu'il l'énonçait lui-même, first thought, best thought. Il ne s'agit pas de la première pensée à se présenter à l'esprit, mais de la première à y surgir après que le mental ait rafraîchi sa chambre, grâce à une bonne connexion avec l'instant présent, son environnement, ses textures, ses détails. La transformation s'engage lorsqu'elle saisit l'esprit sur le point de réagir selon ses familiarités. Cet instant de suspension entre la pulsion familière, énergie d'habitude aveugle, et la peur de l'inconnu, énergie de fixation obsessive, peut générer une spontanéité renouvelable, énergie d'éveil clair. Pour favoriser ce mouvement, le désir a besoin de laisser de l'espace, cru, clair, vide, en son esprit, entre son esprit, et l'action à poser. Ça ne veut pas dire qu'il faille se tourner la langue 7 fois avant de parler. Dans ce cas, on tombe dans l'autre extrême, qui est l'autocensure, ce qui est le pire ennemi de l'artiste. Mais disons qu'on pourrait la tourner 1 fois ou 2. L'idéal est de faire du séjour en résidence un laboratoire où s'abreuver de tentatives curieuses. On croit qu'il est facile de suivre ses élans dans l'atelier sans être dans une énergie d'habitude. C'est faux. Ce n'est pas facile. C'est même très exigeant. Communier avec l'espace. Ici, je veux parler de l'espace architectural, le lieu physique de la résidence. L'espace n'est pas neutre. Depuis les années 70, encore une fois, les artistes aux pratiques in situ nous en ont fait la démonstration magistrale, tant avec leurs œuvres qu'avec leurs textes. Daniel Buren en tête, puisqu'il a, entre autres magnifiques écrits, publié une trilogie sur l'espace du lieu de monstration, toujours aussi signifiante aujourd'hui. En temps de résidence, l'espace n'est pas moins neutre. L'atelier ou l'appartement qui nous est confié et dans lequel on peut se sentir rapidement confiné possède des caractéristiques auxquelles il est important de s'intéresser.
Pourquoi? Parce qu'il renferme une foule de renseignements sur sa nature et la nôtre, des valeurs d'ambiance, configuratives, physiques, texturielles, graphiques, sensorielles et perceptives, sons, odeurs, couleurs, etc. Il présente aussi des traces de passages artistiques antérieurs qui peuvent devenir les pistes d'aujourd'hui. Donc, avant de sortir un plan de travail et de passer directement à son exécution dans le but, éclairé ou pas, d'une solidification et d'une sécurisation du soi habituel, il est intéressant et utile d'interroger les qualités du lieu où on atterrit, de le contempler, prendre quelque temps pour sentir et percevoir directement la culture du lieu, son esprit, pourrait apporter de nouvelles clés. C'est pas qu'il faille trouver absolument de nouvelles idées ou se lancer dans des inventions. L'objectif de cette investigation initiale consiste plutôt à ne pas ignorer là où on est, de ne pas faire comme si on était n'importe où. Les lieux ne sont pas interchangeables. Chacun offre sa combinaison d'éléments qui devient une source et un chantier d'influence, unique et foisonnant. Ralentir ou savoir attendre sans en avoir le temps. Le format souvent pressé du programme de résidence, surtout avec présentation ultime, commande de prendre des décisions rapides et de faire des choix parfois sans perspective. Perte des contacts et des références, recherche de nouveaux collaborateurs ou de différents matériaux. Le jeu consiste alors à faire comme si on avait du temps. C'est la magie de l'intemporel. Le temps peut se dilater à notre convenance, ou presque, quand on n'a plus peur de le perdre. Le temps n'est qu'une autre façon, comme l'argent, que l'humain a trouvé pour entretenir ses peurs. Les artistes aussi. Peur de ne pas y arriver ou peur d'y arriver. Il s'agit simplement de commencer par le contredire et ne pas le laisser gagner au jeu du possible et de l'impossible. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, beaucoup d'artistes connaissent déjà le truc, à la fois avec le temps et avec l'argent, puisqu'ils réussissent à faire des miracles en temps record ou avec des riens. S'ils se fiaient à ce qu'il est raisonnable de faire, ils ne tenteraient même pas leur chance. En temps de résidence, on peut se permettre d'explorer les limites du champ temporel. Je ne parle pas du phénomène de la procrastination qui est terrifiant car il fige. Ce n'est pas de la paresse. La paresse peut être saine, tandis que la procrastination tente de convaincre qu'il n'y a pas de raison de faire ce qu'on a à faire, mais sur une base compulsive, ce qui empêche et étouffe toute recherche d'éclore. Ça n'a rien à voir avec le temps, mais tout à voir avec l'audace de passer à l'action. Pour savoir si on pratique la recherche, la paresse, la patience ou la procrastination, il s'agit d'être intime avec son esprit. Toutes ces postures mentales ne sont ni bonnes ni mauvaises, seulement elles ont des conséquences. Il est utile de comprendre le pouvoir qu'on détient dans l'atelier du temps. En fait, ce que je prône ici, c'est ralentir. Ralentir. Ralentir et jouir du temps qui passe. C'est assez provocateur à l'égard du monde précis qui nous contient. En temps de résidence, l'espace-temps devient vaste et les activités épousent cette qualité. Accepter de ralentir est extrêmement exigeant. Ça fait mal. Ça fait mal au début. Certaines personnes ne triompheront peut-être pas du rythme accéléré qu'elles s'imposent en temps normal ou de la peur de prendre une tangente différente. La peur du vide. Et si je ne faisais rien? Tout d'un coup que je ferais rien en résidence. Qu'est-ce que je ferais si j'avais rien à faire? À quoi je pense quand je pense à rien? C'est le genre de paradoxe qui se pointe en résidence. Parce que la résidence inclut des conditions différentes, commande une énergie qui peut nous égarer temporairement. Et alors? Un peu de flou, un peu de fou. Adieu les points de référence. Autrement dit, entre le passé auquel on s'accroche et le futur qu'on tente de manipuler, existe un instant présent totalement ouvert, sans frontières. C'est le même interstice dont je parlais plus tôt. Il est plein de tout et vide de rien. En principe, en s'abandonnant à cet instant, on trouve les clés nécessaires pour ouvrir les portes de l'endroit où on se trouve et vers le geste à poser. Comme le dit Laurie Anderson, « Beauty is now ». Perdre connaissance.
Donc, le passage à l'acte performatif ou interstitiel convoque l'occasion d'une transformation intérieure, car il installe un éclairage sur soi, vision, agissement, récurrence, ce qui entraîne une reconnaissance de soi par soi, de sa nature vraie, c'est-à-dire une nature vibrante, vivante, non figée, non solidifiée, modifiable et travaillable, tel un matériau. Cette reconnaissance passe par une éthique de la cordialité envers soi et envers toute forme d'altérité, pour aboutir à une esthétique de l'union. Union au sens philosophique, c'est-à-dire une fusion entre la matière, ici la présence déplacée, et l'esprit, ici la recherche en création. Par extension, cette dynamique s'opère entre l'artiste de passage et les nouvelles personnes qui forment son entourage. J'ai souvent invité les gens des lieux où j'ai séjourné à participer à mes projets et même à intervenir dans mes performances. Eux, comme moi, perdions alors temporairement nos repères et dans cette nouvelle relation, devenions co-auteurs. La difficulté consiste à trouver le courage de se tenir là, immergé, sans connaissance, au creux de cet intervalle qu'offre la cordialité. Plus j'observe les phénomènes qui m'empêchent de pénétrer cet espace, plus je veux y accéder et plus je peux y accéder. Encore une fois, paradoxe, c'est très simple et c'est très difficile. C'est précieux, même si ça a l'air de rien. Ça relève d'un mystérieux fitting. J'adore ce mot. Ma pratique de la résidence et de la performance se compose de ça, d'un doute initial à tenter un saut dans le vide et d'une confiance en la capacité que détient ce vide de m'accueillir. Une confiance dans le fitting coïncidentiel. Perdre connaissance, c'est m'abandonner à l'inconnu en croyant que l'inconnu prendra soin de ma présence. Ce qui n'est pas peu dire dans mon cas, puisque je fais des projets, je crée des projets et des situations dans lesquelles, justement, je passe du temps avec des personnes qui me sont inconnues. C'est encore les œuvres qui me paraissent les plus percutantes. C'est le lot de tous ces jours en résidence. On passe du temps intensivement avec de l'inconnu, et le plus souvent, le grand inconnu est soi-même. L'étranger, c'est moi. Ce qui me rappelle la célèbre et profonde formule de Socrate, « Connais-toi toi-même ». J'y ajoute cette autre de Louise Bourgeois, « Éclairée ». La reconnaissance passe d'abord par soi. C'est avec ça que je veux être toute seule. Le présent et les autres, c'est tout ce qu'on a. Reste que l'existence s'entame, se traverse et se termine dans l'expérience aiguë de la solitude. Elle est bienfaisante quand elle est calme ou joyeuse. Quand on l'aperçoit comme un obstacle, au contraire, elle nous accable et on ne peut en apprécier les vertus. Le travail d'artiste demeure en général très solitaire. Si l'atelier est un lieu de retrait, la résidence devient un lieu de retraite. Elle offre le cadeau de la solitude, la grande solitude, d'où la notion de vie spirituelle qui s'y construit petit à petit. Ce n'est pas nécessairement une épreuve ou une expérience d'isolement, quoique dans certains cas, ça puisse le devenir. Ça m'est arrivé en résidence. On ne pourrait pas toujours y être, comme on ne pourrait pas toujours être constamment en contexte immersif, intensif, inconnu, en adaptation ou en compensation. Mais dans le contexte de solitude, on peut en profiter pour pratiquer le silence. Parfois, on n'a pas le choix, on est tout seul. Je me suis déjà retrouvée en résidence dans une petite maison sur le bord du fleuve, sans voisins ni musique, pendant 3 mois. J'aurais pu facilement trouver autour de moi un lecteur CD ou une radio, mais j'ai tenté l'aventure du silence. En fait, peut-être que c'est de ça dont les artistes font parler leur art depuis la nuit des temps, de la solitude. En fait, je passe sur quelque chose, mais j'y reviens. J'avais mis en exemple un projet que j'ai réalisé en résidence à Helsinki, alors que j'étais là pendant 4 mois, et très isolée à cause de la langue.
et justement à éprouver beaucoup de solitude et de silence. Et j'ai finalement décidé d'inviter des gens à faire du temps en silence avec moi. Et il y a 5 personnes qui ont joué le jeu, puis on a passé des journées ensemble à faire ce qui venait, toutes sortes de choses différentes, importantes ou pas, très ordinaires ou spéciales. Mais tout cela pour dire que le contexte a créé le germe d'un projet qui, après ça, s'est développé en beaucoup de séries. The Silence Project, c'est vraiment la base, un fondement de mon travail. Et c'est arrivé justement au moment où j'éprouvais de la solitude. C'est un autre exemple de projet que je nomme In Spiritu. En conclusion, problème de circulation. Certains s'intéressent à la circulation sur le territoire de la planète, et moi, je vous parle de la circulation dans l'espace-temps de la résidence. Certains veulent savoir s'ils ont besoin d'un visa, et je vous parle de déplacement dans l'atelier intérieur. Je pense qu'on peut aller partout si on s'emploie à visiter tous les replis de son esprit. Honnêtement, je ne vois pas d'autre façon d'aborder la réalité de la création artistique que par l'accueil des peurs qu'engendre l'altérité et par la relation qu'entretient l'esprit avec le monde manifeste. Loin de moi l'idée de minimiser les épreuves rencontrées par les artistes qui se butent à des lois frontalières hyper protectionnistes, mais je crois sincèrement que les réelles frontières sont dans nos esprits, le nôtre comme celui des agents des douanes, à qui on pourrait faire des séjours créatifs en résidence. De notre côté, comme artiste, se rendre ailleurs pour sécuriser ce qu'on connaît déjà n'est que très superficiellement valorisant. Aller ailleurs pour accepter d'être troué, percé, traversé, teinté, permet d'assurer et d'assumer une transformation réjouissante, dans l'esprit comme dans la production artistique. Enfin, pardonnez-moi, chers organisateurs de résidences d'artistes, votre travail et vos efforts sont grands. Mais je crois que les artistes ne devraient pas attendre d'être invités ou acceptés pour mener une résidence. Chers artistes, si vous n'avez pas la chance chaque fois que vous le souhaitez d'aller à l'extérieur en séjour de résidence, faites-vous le cadeau de vous organiser vous-même une résidence sur mesure. 1 fois, 2 fois par année. Faites une retraite. Empruntez le chalet de votre cousin. Faites une excursion artistique en camping. Occupez l'appartement de l'ami parti en voyage. Fermez les écoutilles, faites le vide comme le plein, et que les organisateurs de résidences en profitent pour en faire également. Ou encore, implantons la résidence à l'extérieur du champ de l'art, rendons visible et accessible l'acte créateur dans divers organismes et institutions. Les enfants pourraient bénéficier d'un artiste en résidence à l'école, ou encore les patients à l'hôpital. Je n'ai pas tout récolté de ce que j'ai semé pendant mes séjours en résidence. J'y ai commencé à dessiner, à créer des accessoires de performance, à écrire des poèmes, à faire des sculptures. Je pourrais développer une production artistique simplement à partir des éléments élaborés lors de ma première résidence à Saint-Jean-Port-Joli. La création en résidence est une source de puissance. Rien ne m'assure que les autres m'aient comprise. L'art m'aide à accepter qu'on ne peut jamais rien dire de résolument vrai. Une part du monde demeure insondable. Ça me plaît. L'art, c'est juste de l'art. Et là, c'est juste des mots. Mais pour le dire avec des mots d'artiste, j'emprunte la très belle phrase de Peter Lawrence Moll, devenue pour moi une citation fétiche. Ceux qui m'ont déjà entendu la citer me pardonneront. I have moved, I am moved. Merci.